coloniale avait établi entre le Maghreb et le Mashriq. L'inauguration de Dar al-Hadith eut lieu le 27 septembre 1937, qui est une journée mémorable pour tous les Tlemceniens. Al-Ibrahimi, entouré de ses disciples, attend à la gare le Cheikh Ben Badis. Tout au long du parcours qui va de la gare à Dar al-Hadith, c'est-à-dire sur une distance de 1 kilomètre, des milliers de Tlemceniens scandent Allahu Akbar au passage des deux chiites à la tête du cortège. Et les visiteurs découvrent qu'il ne s'agit pas d'une médersa ordinaire comme celle qu'on avait déjà à Constantine, à Tébessa, à Blida, à Alger. C'est un véritable complexe culturel d'architecture hispano-mauresque avec une salle de prière au rez-de-chaussée, une salle de conférence au premier étage et une dizaine de classes au second. Ben Badis, parlant plus tard d'Al-Ibrahimi, dira Al-Ibrahimi Muhyi Tlemcen, celui qui a ressuscité Tlemcen. Après une période de léthargie générée par un système colonial qui opprime les hommes, spolie les terres et tente de détruire l'âme. Al-Ibrahimi, qui est arrivé à Tlemcen en 1933, la quittera en 1945. C'est 9 années, si on défalque les 3 années qu'il a passées à Flou en résidence surveillée. Ça, c'est une autre histoire. Au cours de ces 9 années passées à Tlemcen, on peut dire que la ville a connu une véritable révolution culturelle qui a touché tous les domaines de la vie, politique, économique, social, culturel. Premièrement, son enseignement proprement dit a profité à des milliers d'élèves dont je voudrais aujourd'hui citer quelques noms. Il y a d'abord ceux qui sont devenus les enseignants de Dar al-Hadith, qui ont eu le mérite d'inculquer aux Tlemceniens de ma génération les rudiments de culture arabe et de nationalisme. Mohamed Baba Ahmed, mon maître, qui est devenu après l'indépendance inspecteur général de l'éducation nationale, Abdel Wahab Ben Mansour, qui a choisi d'émigrer au Maroc et est devenu historiographe du roi Hassan II, Al-Hassan Al-Qadiri, Jilali Hajjaj, Abdallah Bou'alani, Mohamed Mlouka et Mokhtar Sabban. Il y a aussi, parmi les élèves de Cheikh, les transfuges de l'école française, ceux qui, tout en préparant leur baccalauréat au collège de Slan, suivaient assidûment les cours de Cheikh. Et je voudrais en citer 4. Il y a d'abord Boumediene Cheikhi, qui, fuyant le service militaire français, s'est installé en Égypte, est devenu professeur de psychologie à l'université du Caire et l'animateur de la première revue scientifique de psychologie dans le monde arabe, Majallatu Ilm al-Nafs. Le second, Bachir Ghilli, qui est mort prématurément, mais dont les professeurs prédisaient une carrière d'islamologue distingué, à l'instar de ce qu'est devenu Ali Merad ou Mohamed Harkoun. Le troisième est Tejini Heddam, devenu chirurgien, puis, après l'indépendance, ministre des Affaires religieuses, puis de la Santé. Et enfin, le quatrième, Abdel Majid Mazian, professeur de sociologie, recteur de l'Université d'Alger, puis ministre de la Culture. Deuxièmement, sur le plan politique, les Tlemceniens, avant l'arrivée du Cheikh, étaient divisés en 2 clans irréductibles, les Kororli et les Hadar. Leur antagonisme, nourri par l'administration,
s'exacerber à la veille de chaque élection municipale. Dès 1935, le cheikh réussit à les unir dans une liste unique qu'on appelait la liste islahiste, en leur expliquant que nous avons un seul ennemi, le colonialisme, et que nous devons combattre le triptyque pauvreté, analphabétisme et maladie. Troisièmement, on peut dire que le cheikh a unifié l'élite tlemcenienne, d'une part les lettrés en arabe, essentiellement ses élèves, et les premiers diplômés de l'université française qu'a connue Tlemcen. Et je vais citer quelques noms. Les docteurs Mrabat et Allal, les pharmaciens Ben Aliwa et Triki, les instituteurs Kahyatani et Ben Kharoubi, le dentiste Masli, l'avocat Omar Bouklehsen, l'architecte Abdelrahman Bouchama. Mais la figure la plus marquante de cette élite tlemcenienne de l'époque est le professeur Abdelkader Mahdad, fin connaisseur et de l'Espagne musulmane et des mille et une nuits. À propos de médecins, je me souviens du docteur Belkhouja qui a rendu visite au cheikh, lui annonçant qu'il allait s'installer, ouvrir un cabinet à Tlemcen. Le cheikh lui a alors recommandé de s'installer plutôt à Bel Abbas, ce qu'il fit. Et jusqu'à ce jour, les Bel Abbasiens conservent le souvenir de ce médecin remarquable, à la fois par sa compétence professionnelle et ses qualités humaines. C'est également à Tlemcen que le cheikh a présidé un des congrès de l'Association des étudiants musulmans nord-africains. Quatrièmement, le cheikh a encouragé la création de cercles où les jeunes peuvent se retrouver autour d'une tasse de thé pour discuter politique ou culture ou littérature ou apprécier un concert de musique andalouse. C'est dans l'un de ces cercles que j'ai entendu, que j'ai écouté pour la première fois Cheikh Al-Arabi Mansari, ou d'écouter une conférence. C'est aussi une façon de lutter contre le fléau de l'alcoolisme. Et au cours de mon enfance, j'ai connu deux de ces cercles, Nadi Saada, face au collège de Slam, et Nadi Shabiba, rue Sidi Bel Abbas. Cinquièmement, le cheikh a inculqué aux Tlemceniens l'amour du livre. Non seulement il a encouragé la création des Amis du livre, bibliothèque publique où nous empruntions des livres, des ouvrages en arabe et en français, mais il a fait de la librairie de Mostafa Barli, sise à quelques dizaines de mètres du magasin de Mohamed Bouhjar, un centre de rayonnement. Je me souviens d'avoir vu dans la vitrine de cette librairie dans les années 30 le Tafsir del-Manar de Cheikh Abdou, les romans d'Anman Falouti, les poésies de Shawqi, ainsi que la revue Ar-Risala. La revue Ar-Risala qui paraissait au Caire, d'Ahmed Hassan Ziyat. Et figurez-vous, mesdames, messieurs, que la fameuse querelle des anciens et des modernes qui a fait rage au Caire entre les partisans de Mostafa Sadiq al-Rafi'i et les partisans de Tahsin a eu des échos à Tlemcen.